Donc, Be'ezrat Hashem, ce soir, je vais vous présenter le programme politique du nouveau parti politique que j'ai fondé, Ardout le Israël, Unité pour Israël, pour changer, réformer et améliorer drastiquement les conditions d'alia et d'intégration des Olim en Israël. On le sait, c'est un sujet fondamental. Ce n'est pas un sujet qui touche à des intérêts particuliers d'une certaine communauté ou d'une autre, mais c'est un sujet d'intérêt national pour l'État d'Israël et pour l'avenir de l'État d'Israël. On sait qu'en France, la question de l'alia explose, avec l'antisémitisme qui explose, et donc l'État d'Israël doit être prêt véritablement à intégrer des milliers et des milliers d'Olim qui vont arriver en urgence. Et donc il faut un plan d'urgence pour avoir des conditions optimales pour intégrer les Olim en Israël. Comme on le sait, l'alia, c'est la plus grande mitzvah de la Torah. C'est la première mitzvah de la Torah. C'est la première parole divine à Abraham. Lech lecha el haaretz asher areka. Pars pour toi vers la terre que je t'indique. Il ne faut pas sous-estimer la alia. C'est la mitzvah la plus importante de la Torah. Et ce n'est pas la plus facile. Et donc l'État d'Israël a une mission, a une responsabilité et a un rôle crucial pour l'avenir du peuple d'Israël et pour l'intégration des Olim. Donc je vais tout de suite passer directement à la présentation de mon programme politique de Ardout le Israël. Pour cela, on est bon au niveau du son, tout est bon? Il n'y a plus de problème technique? Sur Facebook. Ok, super. Alors on y va. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes essentiels qu'on a au niveau du ministère de la Alia et de la Klita et de tous les organismes qui l'entourent, comme les associations qui aident beaucoup Baruch Hashem, comme Kalita et d'autres associations. Il y a beaucoup d'indépendants aussi qui agissent pour la Alia, qui font un travail formidable, comme les municipalités, comme l'agence juive, la Sornout Yehudit. Il y a beaucoup de participants aujourd'hui, d'acteurs dans ce domaine. Mais le désavantage de cela, c'est que ça crée un système qui est un petit peu éparpillé, qui est dispersé, qui n'est pas centralisé. On ne sait pas vers qui se tourner. Énormément de gens depuis la France me disent, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas qui est responsable vraiment de nous donner toutes les informations nécessaires. Quand on arrive en Israël, on est perdu, on est jeté à l'eau et on ne sait pas vers qui se tourner. Et donc il y a comme cela un fonctionnement décentralisé, un peu éparpillé. On ne sait pas vraiment vers quelle adresse se tourner. Et cela crée aussi un vrai problème, c'est-à-dire un manque de responsabilité du résultat final. On ne sait pas finalement qui est responsable ou qui n'est pas responsable du résultat final. Et donc aujourd'hui, on est surtout dans le cadre de ce que j'appelle moi une alia, une klita administrative. Ça veut dire on va s'occuper du minimum administratif et puis après les Olim, quand ils arrivent en Israël, ils sont un petit peu jetés à l'eau. Donc moi, ce que je veux proposer dans un premier temps comme idée générale, c'est de passer de ce que j'appelle une klita administrative, une alia, une klita administrative, à une alia et une klita existentielle. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, il aide à arriver. Ça veut dire on va avoir l'agence juive, on obtient une Teudat Zehut, on a le passeport, on arrive, on a l'identité israélienne, la Teudat Zehut, mais on arrive en Israël, on est jeté à l'eau. C'est-à-dire que l'État d'Israël, aujourd'hui, sa mission principale, c'est juste de faire arriver les gens en Israël. Mais on n'aide pas forcément à réussir. On n'aide pas forcément à s'enraciner dans l'identité israélienne, dans la culture israélienne. Et on ne s'engage pas forcément à un résultat sur le long terme, à ce que les gens restent en Israël, à ce que les gens réussissent leur alia sur les indicateurs fondamentaux qui sont l'emploi, qui sont la langue, qui sont le logement, qui sont l'éducation et qui sont les conditions sociales et économiques. Et donc, ce qui fait qu'on a un phénomène, malheureusement, qui peut avoir de yéridot,
de retour en France, d'échecs d'Alia, d'aller-retour, et il y a des mauvais retours, des gens qui se plaignent, etc. Il faut que l'État d'Israël améliore drastiquement le parcours de sa Alia, de sa Klita, et que les gens soient satisfaits et qu'il n'y ait que des retours positifs. Donc, les objectifs clairs de mon programme, ils sont de 3. 1, évidemment, moins de yéridot. Diminuer drastiquement le nombre de yéridot, moins de retours en France. Que ce soit des yéridot totales ou des yéridot partielles, c'est-à-dire des gens qui font des allers-retours avec des gens qui partent en France et qui reviennent. Deuxièmement, beaucoup plus de réussite au niveau de l'intégration, au niveau de l'intégration professionnelle, au niveau de l'intégration économique, sociale, et aussi et surtout, dimension spirituelle, et on va en parler, ça va être un point très important. Et donc, tout cela pour créer une image. L'objectif 3, c'est de créer et de valoriser l'image des Olim en Israël, et des francophones en particulier. Parce que souvent, on est dévalorisé, mal perçu, etc. Alors que ce sont des clichés qu'il faut détruire. Les francophones et les Olim en général participent à la vie du pays, sont une force vive de l'État d'Israël. N'oublions pas que l'État d'Israël a été fondé par des Olim. Tous les fondateurs, Ben Gurion, Shamir, Begin, Golda Meir, tous les grands dirigeants d'Israël, tous les combattants d'Israël étaient tous des Olim. Ils ont tous quitté leur pays d'origine, ils avaient tous connu la galoute et ils ont fondé Israël. Donc Israël est un pays d'immigrants. Israël est un pays d'Olim et les Olim sont les fondateurs de cet État. Et donc c'est une fierté. Ce n'est pas il ne faut pas se sentir coupable. Ce n'est pas une honte d'être Olé. Et il faut rendre cette fierté d'être Olé. Il faut revaloriser cette image. Donc ça, c'est le 3e objectif. Donc pour ce faire, la première réforme principale que je propose, si jamais je suis élu à la Knesset Be'ezrat Hashem pour les prochaines élections en octobre 2026, ce sera une réforme structurelle du ministère de la Alia et de la Klita. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, la Klita, le processus de la Alia et de la Klita est morcelé. Il est dispersé donc parmi le ministère lui-même et parmi tous les acteurs autour de lui, l'agence juive, les associations, les indépendants, les municipalités. Et donc, personne n'est vraiment responsable du résultat final et on ne sait pas trop vers qui se tourner, c'est assez opaque. Et donc, les gens sont un petit peu perdus. Donc, ce que je propose, si je suis ministre de la Alia et de la Klita demain, c'est de créer un parcours Klita Olim unique à partir du ministère lui-même, piloté par le ministère lui-même. C'est-à-dire que tout sera centralisé par le ministère. Le ministère sera l'adresse principale. Évidemment, l'idée, c'est pas d'effacer, chas v'shalom, les acteurs fondamentaux autour, comme les associations, comme j'ai dit, les municipalités et les indépendants, mais au contraire, c'est comme l'image du chef d'orchestre. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un petit peu chacun qui agit dans son coin et il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'organisation entre les différents acteurs. Le rôle du ministre, c'est d'harmoniser tous les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils travaillent dans le même kivoun pour optimiser la réponse et le processus d'Alia de la Klita. Donc, créer un parcours unique et centralisé. Comment on fait cela? D'abord, le ministère de la Alia doit nommer un référent personnel par famille. Donc, il faut que chaque famille qui arrive en Israël soit accompagnée personnellement par un référent nommé par le ministère de la Alia et de la Klita. Ça, c'est fondamental pour qu'il n'y ait plus ce sentiment des Olim, quand ils arrivent en Israël, d'être perdus, de ne pas être accompagnés et d'être jetés à l'eau. Tout le monde me dit on se sent jeté à l'eau. Donc le ministère a une obligation, une responsabilité de nommer un référent personnel par famille. Il y aura, à travers ce référent, un suivi pendant 3 ans, minimum, pour s'assurer que la famille s'intègre bien et que la famille, au niveau de tous les indicateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'emploi, le logement, la langue, qu'il y ait un hébreu fonctionnel très rapidement, puisque la langue, c'est quand même le facteur
principal de l'intégration. Et comme on le sait malheureusement aujourd'hui, beaucoup de Français n'apprennent pas bien l'hébreu. Et donc ça crée des ghettos francophones où on va à la synagogue francophone, on va dans les commerces francophones et on reste entre francophones et finalement on n'arrive jamais à rencontrer des Israéliens et à parler hébreu et à pratiquer l'hébreu sur le terrain. Et donc ça c'est fondamental. Et bien sûr il y a un autre indicateur très important, l'éducation, que les étudiants, les jeunes et les enfants Olim soient bien intégrés dans les écoles et dans les facs. C'est le devoir du ministère de s'assurer qu'il n'y ait pas d'enfants mal intégrés ou traumatisés. Parce qu'un enfant mal intégré ou traumatisé dans une école israélienne qui se sent dépassé par la vitesse de l'éducation israélienne, et ça peut arriver à tout à chacun, eh bien ça crée des parents paniqués, ça crée des parents qui ne se sentent plus à l'aise, et donc ça crée des échecs. Et donc ça, ce sont les indicateurs clairs de réussite. Et il faut que le référent personnel nommé par le ministre et par le ministère sur chaque famille, sur ce suivi personnalisé sur 3 ans, s'assure de la réussite par rapport à tous ces facteurs clés. Voilà, donc ça c'est la trame fondamentale du programme. Maintenant on va rentrer dans les indicateurs en particulier. Donc, le premier indicateur, c'est bien évidemment la langue. Il faut que le francophone et les Olim en général puissent parler l'hébreu très rapidement et avoir un hébreu fonctionnel, on va dire, sur 1 an maximum. Il faut que le ministère se fixe un objectif clair, que de 6 à 9 mois, le Olé puisse avoir un hébreu fonctionnel en fonction de son métier. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on a des ulpans, aujourd'hui, qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité des Olim. Il faut complètement changer de paradigme par rapport au système des ulpans. Aujourd'hui, j'ai énormément de retours sur ce sujet. Les ulpans, aujourd'hui, sont beaucoup trop scolaires. Ils sont beaucoup trop lents. Ils sont beaucoup trop formels. Et ils ne sont pas adaptés à la réalité professionnelle de chacun. Il y a des ulpans même où on mélange les kitotes de niveau, les classes de niveau. J'ai des gens qui me disent, moi j'ai le niveau Aleph, et on me met avec des gens de niveau Gimel, tout est mélangé, et donc ça crée des embrouilles. Et c'est pas efficace. Donc un ulpan trop scolaire, ce n'est pas bon. On va pas dire à des Olim de 40 ans, de 50 ans qui sont en plein milieu de leur carrière professionnelle ou des retraités, etc., d'aller écouter un professeur nous faire de la conjugaison et de la grammaire. On n'a pas un Olé, il n'a pas le temps de ça. Il a la pression déjà en arrivant en Alia par rapport à sa parnassa. Il a la pression par rapport à l'éducation de ses enfants. Et il n'a pas le temps de suivre un ulpan scolaire à apprendre les détails de la conjugaison, de la grammaire. Le but, c'est pas d'avoir un hébreu parfait. Le but, c'est pas d'avoir un hébreu littéraire. Le but, c'est d'avoir un hébreu fonctionnel. Donc, il faut complètement changer de shita. Il faut complètement changer de méthode. Il faut plus que ce soit un professeur qui parle face à des élèves pendant 1 heure et les élèves qui dorment et qui écoutent et qui n'apprennent rien. Il faut qu'il y ait un échange et que les ulpans soient dynamiques et professionnalisants. Il faut des ulpans adaptés aux professions dès le premier jour et même depuis la France. Je vais en parler juste après. Que je vais mettre en place des systèmes d'ulpans même depuis la France. Il faut que avant l'Alia, depuis la France déjà, quelqu'un qui pense à l'Alia puisse déjà entamer un processus d'apprentissage de l'hébreu pour avoir un hébreu fonctionnel rapidement dans l'optique que quand il arrive en Israël, il est presque déjà fonctionnel dans son hébreu. Donc, il faudra créer des ulpans véritablement adaptés au métier de chacun, avec les termes techniques de chaque métier. Par exemple, si je suis dans le droit, je suis un avocat, je suis un juriste, eh bien, je dois apprendre juste le vocabulaire de ce domaine-là. Je ne vais pas commencer à apprendre tout le dictionnaire hébraïque et toutes les conjugaisons et les grammaires, les différentes expressions israéliennes. Là, un Olé, son but, c'est de pouvoir travailler, d'être fonctionnel rapidement. Donc, il faut cibler, il faut changer de shita et de méthode. Il faut créer des ulpans ciblés et professionnalisants. Des ulpans pour des médecins, des ulpans pour les gens dans la high-tech, des ulpans pour les gens dans le commerce,
des ulpans pour les gens dans l'éducation. Les ulpans doivent être ciblés et adaptés à la réalité professionnelle des gens. Ça, c'est fondamental. Moi, ma chita dans la vie de manière générale, c'est de dire aux personnes, le plus important, c'est d'avancer. Même si vous faites des erreurs, même si vous avez honte de parler, vous faites encore des erreurs de conjugaison, des erreurs de grammaire, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir un hébreu fonctionnel et qu'on puisse comprendre et se faire comprendre. C'est pas le but d'être parfait. Si on est perfectionniste, et si on est scolaire, et si on est formel, eh bien ça marche pas. On se retrouve avec plein de gens qui n'avancent pas et qui se retrouvent à ne jamais parler l'hébreu. Il faut avoir une chita du perfectionnisme, de se perfectionner et non du perfectionnisme. Il faut absolument qu'on change cela. Donc comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir un hébreu fonctionnel entre 6 à 9 mois. Il faut réduire l'effectif des classes, ça c'est très important, parce que quand on arrive à une classe avec 30, 40 élèves, évidemment, eh bien, on se sent pas vraiment engagé, on se sent pas responsabilisé, on n'a pas envie trop de participer, que si on réduit les classes de 6 à 8 élèves, jusqu'à 10 élèves ou 15 élèves, grand maximum, alors véritablement, on peut créer un lien personnalisé et une dynamique dans l'ulpan. Ça, c'est très important. Je veux créer des ulpans dynamiques avec des mises en situation dès le départ, où les élèves participent. C'est pas le professeur qui doit parler et expliquer comme à l'école. Les élèves doivent tout de suite être mis en situation pour des entretiens professionnels, pour des coups de téléphone, pour de la vente, etc. Savoir vendre en hébreu. Il faut que les programmes d'ulpan, d'apprentissage à la langue soient tout de suite adaptés à cette réalité et qu'on puisse mettre dans les ulpans directement en situation réelle les élèves et qu'on les pousse à se lancer et à communiquer avec des Israéliens. Il faudra qu'il y ait des mentors israéliens dans les ulpans pour qu'ils puissent discuter avec des Israéliens et se lancer. Au début, ça va être difficile. Moi-même, quand je suis arrivé en Israël, je parlais très peu l'hébreu. Je parlais comme un Français qui a été à l'école juive, et Glida à la Taïlette. Et en fait, c'est véritablement quand on met en pratique qu'on apprend l'hébreu rapidement. C'est quand j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, dans la high-tech. J'avais une start-up pendant 4 ans, donc j'ai commencé à parler avec des développeurs israéliens. Au début, je comprenais rien. J'étais perdu comme tout le monde. Mais il faut se jeter à la mer. Et petit à petit, on entend, on apprend, le cerveau il enregistre, mais on fait pas des phrases parfaites. C'est pas grave au départ. Le plus important, c'est de se faire comprendre et de pouvoir fonctionner. C'est ça le plus important. Ce n'est surtout pas d'être parfait qui est important. Et donc, il faut absolument mettre cela en place. Il faut bien distinguer les niveaux de Kitot, qu'il n'y ait pas de mélange. Et la proposition principale que j'aimerais surtout mettre en place, c'est que l'ulpan ne soit pas uniquement un ulpan d'apprentissage dans une classe sur les 1 an, mais qu'il y ait 6 mois, par exemple, d'apprentissage dans une classe et 6 mois de mise en situation réelle avec un stage en entreprise financé par l'État, avec un stage professionnel ou carrément un recrutement professionnel ou qui sera même subventionné par l'État, où les salaires seront subventionnés par l'État à hauteur, par exemple, je propose de 50% pour encourager les patrons israéliens à recruter des Olim. L'État va pouvoir subventionner la première année de salaire d'un Olé, par exemple, à hauteur de 50%. Alors oui, ce sera un budget qu'on va chiffrer, bien sûr, dans le programme. Mais croyez-moi, il vaut mieux pour l'État d'Israël de payer un salaire à un Olé pour lui permettre une intégration réussie, plutôt que de lui payer un billet retour. Ça, c'est très important. Si au bout d'1 an, et je m'engage en tant que futur ministre de l'Aïa de la Klita, si je suis élu à la Knesset, si au bout d'1 an, le Olé ne parle pas l'hébreu, ce sera un échec. Bien sûr, quand je dis ne parle pas l'hébreu, encore une fois, je parle d'un hébreu fonctionnel et non d'un hébreu parfait. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au premier point clé de la question de la langue et des ulpans. Donc il faut changer totalement de paradigme et de fonctionnement pour permettre aux francophones et aux olim en général de pouvoir s'intégrer rapidement. Et avec ça, on va pouvoir
casser les ghettos francophones, on va pouvoir casser le communautarisme francophone, parce que j'ai eu des retours comme quoi, oui, ce sera un parti sectoriel, encore un parti communautariste, un parti... Non, ça sert à quoi d'avoir un représentant francophone au gouvernement? C'est pas ça le but. Mes amis, justement, c'est ce que j'explique. En ayant un représentant francophone au gouvernement, c'est le meilleur moyen de casser le communautarisme. Puisque l'intégration sociétale passe d'abord et avant tout par l'intégration politique, comme l'ont fait les Russes avant nous, ou les Éthiopiens, avec Avigdor Lieberman, qui était lui-même au Likoud, et qui après a créé son propre parti, Israël Beiteinu, russophone, ce qui a permis l'intégration des Russes de manière massive, qui ont eu un hébreu fonctionnel rapidement, qui se sont intégrés dans les administrations. Et le francophone, il est laissé pour compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de représentativité politique. Avoir une représentativité politique, ce n'est pas renforcer le communautarisme, bien au contraire, c'est le casser, puisque en menant des réformes, en prenant le ministère de la Halia et arrêter de dépendre de la bonne volonté des Israéliens, qu'on ait un francophone ministre de la Halia qui connaît véritablement les problèmes de l'Alia, qui a vécu lui-même l'Alia, eh bien il peut répondre véritablement aux besoins et aux problèmes. Et résoudre véritablement les problèmes et les freins à l'intégration des francophones en Israël. Et donc on va améliorer drastiquement l'intégration des francophones en Israël par cela. Donc, ça c'était le premier point, la langue. Ensuite, le deuxième point fondamental, évidemment, c'est l'emploi. L'État a une responsabilité énorme que les Olim et les francophones en particulier, quand ils arrivent en Israël, ils puissent trouver un emploi stable, qui leur convient, avec qui ils sont à l'aise et qui correspond à leurs compétences qu'ils ont acquis en France. Ce n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, il y a des diplômes français qui ne sont pas encore reconnus par l'État d'Israël. Excusez-moi, mais c'est du pur protectionnisme. C'est pour protéger les métiers israéliens. Il n'y a aucune raison valable que les diplômes d'autres pays soient reconnus, que les Arabes, par exemple, eh bien, ils soient reconnus en Israël, ils puissent accéder à tous les métiers, et que les francophones, infirmiers, par exemple, ou pharmaciens, ou même dans l'optique, optométristes, ou dans le droit, avocats, etc., ne puissent pas travailler rapidement dans son domaine. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État d'Israël, il est plus là pour mettre des bâtons dans les roues plutôt que de faciliter la tâche. La bureaucratie est tellement compliquée et tellement opaque qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on vienne. L'État d'Israël, il est là pour faciliter l'intégration, pas pour la rendre plus difficile. Donc, l'emploi, c'est une question vitale. L'État d'Israël doit s'engager à ce qu'un Olé, au bout de quelques années, puisse avoir un emploi stable qui correspond à ses compétences. Donc, il faut que l'État d'Israël fasse une reconnaissance complète et accélérée et rapide de tous les diplômes francophones. Comme je l'ai dit, les infirmiers, je parlais la dernière fois avec un infirmier francophone qui s'est reconverti dans les travaux et il le ressent comme une humiliation. Et il se décourage. Et donc, ça finit... La plupart des gens peuvent finir dans les call centers après. Et il n'y a pas de véritable programme d'insertion professionnelle. Et donc, ça amène à des retours en France, à des échecs, à des gens qui finissent que dans les call centers. Et finalement, ça dévalorise l'image de l'Alia, de l'intégration des Olim et des Français en Israël. Donc, la réforme principale dans le domaine de l'emploi, c'est la reconnaissance totale de tous les diplômes francophones. Bien sûr, pour chaque métier et chaque domaine, il faudra prendre en compte tous les éléments, puisqu'évidemment, dans le droit, c'est pas comme dans la médecine, puisque dans le droit, c'est moins exportable, parce que c'est pas le même système, donc il faudra voir comment on met en place l'équivalence exactement. Dans la médecine, c'est moins grave, il y a des métiers plus exportables, moins exportables, mais la règle générale, c'est que l'État d'Israël, il doit être là pour faciliter les démarches. La décision, elle doit être rapide, elle doit être prise en 90 jours. Mon propre père, qui est chirurgien dentiste, il a mis 3 ans avant d'obtenir sa reconnaissance et son équivalence de diplôme. 3 ans. Et c'était un système de loterie. Il n'y avait aucune logique. Il ne pouvait pas à 55 ans repasser son diplôme et retourner à la fac. Alors, après 40 ans d'expérience en France,
40 ans de métier en France, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas reconnu en Israël. Et il était obligé de faire des allers-retours en France pendant 3 ans, ce qui est très fatigant et décourageant pour beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de médecins français ou dans le domaine médical qui ne viennent pas, qui ne font pas la Aliyah Birlal à cause de ce problème. Donc, c'est un vrai frein à la Aliyah. Et c'est pas tout. Je vous donne un autre exemple. Mon père, lui-même, il a eu maintenant, après 3 ans, son équivalence. Baruch Hashem, il travaille depuis un certain nombre d'années. Mais il peut pas recevoir de patientèle israélienne. Il est obligé de recevoir de la patientèle francophone. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que les assurances privées, comme Harel ou comme d'autres, comme Phoenix ou d'autres, eh bien, lui ont dit, non, vu que tu n'as pas de diplôme israélien, alors on ne peut pas te faire reconnaître dans les assurances israéliennes privées. C'est grave, c'est de la pure discrimination. L'État d'Israël a reconnu le diplôme de mon père, mais les assurances privées ne sont pas obligées de le reconnaître et ils peuvent le faire à la tête. Non, toi, t'es français, on te donne pas la reconnaissance. Et du coup, vu que les Israéliens ne sont pas couverts au niveau de leurs assurances, eh ben, ils vont pas chez mon père. Et ils vont pas chez les francophones, ils vont chez... Et donc, c'est de la pure discrimination. C'est une injustice terrible. Ce n'est pas normal. Le ministère de l'Aliyah doit corriger cela au plus rapidement. Et il doit engager tous les acteurs privés à collaborer à 100% avec l'intégration des Olim en Israël. Donc, comme je l'ai dit, la reconnaissance, elle doit être accélérée. Il doit y avoir une décision en 90 jours maximum, sur 3 mois maximum pour reconnaître un diplôme. Je vous parle d'un autre exemple personnel. Moi-même, comme vous le savez, j'ai travaillé en tant que conseiller ministériel auprès d'Israël Katz quand j'étais au Likoud. J'ai travaillé dans le ministère de l'Énergie et au ministère des Affaires étrangères, donc en tant que conseiller politique avec Israël Katz, qui est l'actuel ministre de la Défense. Et moi, j'avais un diplôme français. Donc moi, j'ai fait mes études en France, j'ai fait prépa HEC et je suis rentré sur concours à l'EDEC, donc l'école de commerce qui est à Lille. Et donc, j'avais un master une licence en business management. Et figurez-vous que l'État d'Israël ne reconnaît pas les diplômes français, ou en général des Olim, dans la fonction publique. Ça veut dire que moi, en tant que conseiller politique, j'étais Oved Medina. J'étais fonctionnaire, je travaillais pour l'État, ce qu'on appelle la fonction publique. Eh bien, mon diplôme n'était pas reconnu. Ce qui fait que le ministre au début m'a dit je peux pas te recruter parce que ton diplôme n'est pas reconnu. Il faut d'abord que tu fasses reconnaître ton diplôme français d'une école de commerce qui est une des plus grandes écoles de commerce de France au niveau de l'État pour ensuite que je puisse te recruter. Je me suis tourné vers l'État d'Israël pour faire la démarche. Ça a pris 3 mois juste pour qu'ils me répondent. 3 mois. Juste pour avoir un retour. Ensuite, ils m'ont dit les éléments qu'il fallait ramener. J'essaye d'aller sur leur site. Déjà, personne m'aide, personne m'accompagne. J'ai mis des semaines à comprendre comment le faire. Après, il fallait récupérer tous les documents. Ça a mis encore 1 mois. Et après, je leur ai renvoyé. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais non, en fait, ce document, il est pas bon. Il faut l'autre document. Et en fait, il faut la signature comme ci. Et le tampon comme ça. Et donc, c'est reparti encore 2 mois. Et après, ils m'ont dit, mais si sous 2 mois, vous nous ramenez pas les documents, tout sera effacé, vous revenez au départ. Ils sont là pour nous compliquer la vie. Ça fait, au bout de 6 mois, j'ai toujours pas eu ma reconnaissance. Et le ministre, il m'a dit, bon, ok, laisse tomber, c'est trop compliqué, je te recrute quand même, et c'est pas grave, sans diplôme, et ça va baisser un petit peu tes conditions et tes avantages, mais c'est pas grave, au moins tu peux travailler. Et imaginez-vous, j'ai pas pu faire reconnaître mon diplôme, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a tellement saoulé, excusez-moi l'expression, c'était tellement compliqué, ils cherchaient tellement à mettre des bâtons dans les roues, au lieu de faciliter les démarches. Ah oui, mais non, mais aucune réactivité. Aucune. Les fonctionnaires en Israël n'ont aucune réactivité, aucune anticipation. Rien. Ils te disent rien. Ensuite, quand tu viens, tu leur dis voilà, jamais, ils te disent ah non, mais il fallait comme ça. Mais excuse-moi, pourquoi tu m'as pas dit dès le départ qu'il fallait comme ça? C'est que quand je te l'amène que tu réagis. Toujours dans la réaction. Jamais dans la prévention. Il faut former, il faut changer totalement la façon de fonctionner dans les administrations. Il faut former des vraies équipes qui sont là et qui sont compétents et qui anticipent le problème des gens pour faciliter les processus bureaucratiques. Ce n'est pas normal que des étudiants comme moi qui veulent s'intégrer en Israël, eh bien on ne leur facilite pas la tâche pour obtenir la reconnaissance de leur diplôme. Voilà. Donc, en dehors de ça, ce que je propose dans mon programme, c'est que le premier emploi
d'un olé en Israël soit subventionné à 50% par l'État sur 12 mois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Vaut mieux payer un salaire qu'un billet retour. Il faut que l'État d'Israël participe et s'engage à insérer professionnellement les gens dans les entreprises israéliennes, en créant des forums, en créant des échanges, en créant des places de networking, où on va rencontrer les Israéliens, des salons, où il y aura de la jeunesse qui pourra se rencontrer, qui pourra échanger, la jeunesse francophone avec la jeunesse israélienne. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'activités, et que ce soit mis à disposition des gens, que les gens soient informés de ça. Aujourd'hui, même s'il y a un salon une fois par an qui est organisé, personne n'est au courant. Il y a des SMS qui sont envoyés automatiquement par le ministère de l'Alliance en hébreu. Donc déjà, la plupart ne comprennent pas. Ils savent même pas de quoi on parle. Ce n'est pas du tout attractif, ce n'est pas du tout dynamique, ce n'est pas du tout adapté à la réalité 2026. Aujourd'hui, on va rentrer dans la génération de l'IA. On est dans un système public qui est complètement dinosaure, complètement endormi, complètement ronronnant. On est dans la 2026, on va rentrer dans la réalité de l'IA. Il faut que le système se renouvelle. Donc si je suis ministre de l'ALIA, je vais intégrer l'IA dans les systèmes. Et vous allez voir, je vais en parler tout à l'heure, ça va être à la fin du sujet. Un autre point très important, il faut que le ministère nomme, en dehors d'un référent personnel par famille, un conseiller d'orientation dès le premier jour de l'arrivée du Olé en Israël. Une personne qui est là pour guider la personne en fonction de ses compétences, en fonction de ses diplômes, et qui l'oriente sur le marché professionnel israélien, et qui lui ouvre les possibilités, et lui ouvre les réseaux. C'est très important, parce que les francophones, quand ils arrivent en Israël, le plus dur, c'est qu'ils n'ont pas de réseau. Ils ne connaissent pas la réalité du marché israélien, ils n'ont pas de contact dans les grandes entreprises israéliennes, et ils sont discriminés. Ils arrivent en Israël, ils font moi-même, quand je suis arrivé au début, il y a 10 ans en Israël, j'ai fait des entretiens professionnels dans des entreprises israéliennes. Ah oui, mais non, mais on connaît pas votre diplôme. אנחנו מכירים רק את הסורבון. ורק את la Sorbonne, Dauphine. Je leur dis, mais j'ai fait l'EDEC, qui est la 4e école de commerce de France. HEC, ça vous dit rien? Ah non, l'Oma Kirim. Ils connaissent pas. Donc on est complètement discriminés. Si t'as fait la Sorbonne, t'es le roi en Israël. Sinon, on connaît pas. Donc ça doit changer. Il faut qu'il y ait des conseillers d'orientation nommés par le ministère qui, dès le premier jour, accompagnent les familles et les personnes et qui leur donnent des contacts et des réseaux avec des avantages pour intégrer professionnellement les Olim, notamment avec un point essentiel que je vais mettre en place, avec des avantages fiscaux pour les patrons qui vont employer des Olim. C'est ce qu'on appelle de la discrimination positive. Pourquoi en Israël on a de la discrimination positive pour les Arabes, comme dans les facs où ils ont droit à moins de points dans les tests de psychométrie pour rentrer, avec des quotas pour les Arabes dans les facs, mais les Olim sont discriminés. Vous trouvez ça normal? C'est une injustice totale. Il doit y avoir de la discrimination positive pour les Olim. Dans les entreprises, avec l'État qui doit proposer des avantages fiscaux aux patrons qui vont employer des Olim pour encourager le recrutement des Olim dans les entreprises, que ce soit des ingénieurs, qu'on ne manque pas de capacités professionnelles et de compétences professionnelles, croyez-moi. On vient de la France qui est un des plus grands pays, qui était un des plus grands pays, un des plus beaux pays du monde. Aujourd'hui, malheureusement, il est en décadence. Mais le système éducatif de France est excellent. Et on a des formations professionnelles excellentes. C'est pas normal qu'elles soient pas valorisées et reconnues comme telles en Israël. Donc l'État doit faire des efforts pour encourager. Et ça passe par de la discrimination positive en encourageant les patrons israéliens à recruter des quotas d'Olim avec des avantages en fonction. Et même pareil pour les étudiants. Les étudiants Olim doivent être avantagés. Ils arrivent, c'est difficile déjà d'apprendre la langue, c'est difficile de s'intégrer. Quand on est jeune, Baruch Hashem, c'est un peu plus simple que quand on est plus âgé. Mais c'est pas normal que les Arabes soient avantagés pour rentrer et que les Olim, non. Il doit y avoir aussi de la discrimination positive pour les Olim. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien la discrimination positive, il faut que ce soit juste sur la compétence, le mérite. Alors, dans ce cas-là, ne faites aucune discrimination positive pour personne. Alors là, ce sera juste. Ni les Arabes, ni les Olim, ni personne. Mais si vous commencez le système de discrimination positive, notamment pour les Arabes, alors vous le faites aussi pour les Olim. Ce n'est pas normal. Un étudiant
Français qui vient, qui arrive, qui fait Massa, qui fait une Mechina et qui va passer des tests psychométriques, il doit pouvoir avoir un avantage, avoir plus de temps pour les examens, avoir des accompagnements pour la langue, pour avoir des traductions, etc., pour lui apprendre son métier, pour qu'il puisse étudier dans les bonnes conditions et qu'il puisse rentrer, avoir des vrais avantages pour encourager les étudiants olé à venir en Israël. Bien évidemment, ce que je vous présente ce soir, c'est la première trame du programme. Évidemment, je ne vais pas vous faire ce soir tous les chiffres détaillés, etc. Je le publierai dans les prochaines semaines, quand on va le mettre à l'écrit, tout le programme. On va tout mettre à l'écrit, on va le diffuser partout, sur les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux. On va le faire imprimer en français, en hébreu, en anglais, en espagnol, en russe. On va le faire imprimer dans toutes les langues, parce que je ne vais pas être le ministre de l'Alia que des francophones. Je vais être le ministre de l'Alia de tous les Olim. Donc, voilà. Troisième indicateur fondamental. Fondamental. Et là, j'appuie sur ce mot. Le logement. Le logement. L'État d'Israël a une responsabilité, encore une fois, vitale par rapport à la question du logement des Olim. Contrairement aux clichés, pas tous les francophones sont milliardaires et peuvent s'acheter des appartements à tout va. Ça, c'est un cliché. Il y a une réalité en Israël et en France de milliers de familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter des appartements tout de suite en arrivant en Israël et qui n'ont pas les moyens d'accéder à des logements à loyer cher. Et donc, il faut que l'État puisse faire des choses dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, comme je l'ai dit, le problème, ce sont des loyers délirants. Il y a parfois même des arnaques. Ça, on n'en parle même pas. Et donc, ça crée des zones francophones saturées, de la ghettoisation, où les francophones vont et se retrouvent au même endroit. Il n'y a pas de développement dans tout Israël et on va en parler. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que le ministère de l'Alia puisse d'abord créer une résidence de Klita francophone de 2 à 3 ans max, avec un programme de logements sociaux. L'État d'Israël l'a déjà fait dans le passé, il y a des 50 ans, 60 ans, quand on accueillait les Olim, on leur donnait des logements, des terrains, des maisons gratuitement. Alors, aujourd'hui, l'État d'Israël est beaucoup plus riche. Je ne dis pas qu'on va le faire gratuitement, mais il faut pouvoir créer des programmes de logements sociaux. Il y a des programmes de développement dans toutes les villes. J'ai été moi-même invité il y a quelques semaines par une francophone de la ville de Carmiel. Carmiel se trouve dans le nord d'Israël, à côté de, pas loin de Akko et de Naharia. Magnifique ville, très moderne, très collée à la nature, pour ceux qui aiment la nature, pour ceux qui aiment le sheket, pour ceux qui aiment le silence. Le seul problème, c'est que c'est entouré de kfarim arabes et que il y a des programmes de logement qui se construisent, mais que la plupart aujourd'hui qui achètent dans ces zones, ce sont des arabes. Vous savez que le nord, on est en train de le perdre. Et je ne parle pas du sud et du sud. Là, le gouvernement israélien actuel est en train d'essayer de travailler sur le Negev, mais le nord, on n'en parle pas. Le nord est arabisé complètement. On est presque sur si on prend toute la zone du nord et du Galil, on est presque à 50-50. C'est une catastrophe. Le sionisme, c'est quoi? C'est avant tout de rejudaïser la terre, de repeupler la terre, d'encourager les Olim à venir, non pas que à Natania et à Ashdod, même si à la plage et qu'on aime la plage, nous les francophones et le kikar, il faut que les francophones puissent connaître autre chose et que l'État encourage cela avec des programmes véritablement structurés pour rejudaïser la terre d'Israël. Par exemple, j'étais à Carmiel dans le nord. S'il y a un programme de construction de logements sur 20 000 logements, il faut qu'il y ait un quota de logements sociaux pour les Olim. Je donne un exemple, 10%. Il faudrait qu'il y ait 2000 logements dans ce programme imposé par l'État, de logements sociaux sur le modèle des HLM en France, avec un loyer minimisé, modéré, sur une certaine période, sur les 2-3 premières années par exemple, pour permettre à la famille de se retourner, d'avoir un temps d'adaptation au niveau économique, professionnel, et qu'il n'ait pas des loyers qui le bouffent et qui lui prend tout ce qu'il gagne. Et après, il se retrouve qu'il ne peut pas payer le gaz de ses enfants, il ne peut pas payer une voiture, il ne peut pas se payer rien. Parce que les loyers et les charges sont beaucoup trop chers. Donc, il faut véritablement faire une révolution sur ce sujet. Il faut créer des programmes de logements sociaux pour encourager, 1, les Olim à venir, et 2, ça va permettre de faire rejudaïser la terre d'Israël. Et ça, c'est le vrai sionisme, mes amis. Bien évidemment,
il y a une problématique aussi dans le domaine des loyers, c'est la montée des loyers incessante. C'est un scandale. Excusez-moi, c'est un scandale. Les propriétaires qui du jour au lendemain, au bout d'un an de contrat, disent ah bah maintenant c'est plus 5000 shekels, c'est 7000 shekels. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, le propriétaire fait ce qu'il veut. Alors je dis pas qu'il faut reproduire la France et créer de la surprotection des locataires, mais il faut un équilibre. Aujourd'hui, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun plafond au loyer. C'est la jungle. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, on se retrouve avec des familles qui n'ont pas de logement et qui déménagent tous les ans. Ils n'ont aucune stabilité au niveau du logement. Et ça, c'est des facteurs d'échec d'Alia et d'intégration. C'est des facteurs de Yeridot. Donc il faut que l'État se responsabilise là-dessus et crée des plafonds au niveau des loyers, minimum. Je dis pas qu'il faut, encore une fois, surprotéger le locataire parce que les propriétaires aussi doivent être avantagés. Il faut trouver un équilibre, c'est comme dans tout. Donc voilà. Et évidemment, encore un point important, comme je parlais des avantages fiscaux pour les patrons qui allaient employer des Olim, j'ai pensé aussi faire des avantages fiscaux pour les propriétaires qui vont louer leur appartement à des Olim à prix raisonnable, avec des véritables avantages fiscaux sur ce sujet. Et donc ça va permettre de décentraliser l'Alia et la population francophone, qu'ils arrêtent de voir que Netanya et le Merkaz et Ashdod, d'ouvrir, d'aller vers la Judée-Samarie, d'aller vers le nord, d'aller vers le sud, de créer des programmes d'emploi, d'intégration, d'éducation pour les enfants, et que les francophones puissent, et les Olim en général, puissent découvrir toute la terre d'Israël. Et ces zones-là ont des avantages quand même énormes par rapport au loyer. Ce sont des loyers et des prix à l'achat très attractifs par rapport au Merkaz. Donc oui, on peut se plaindre du prix énorme, mais si l'État se responsabilise et fait des vrais programmes pour faire découvrir toutes ces nouvelles zones aux Olim, alors, et avec des élèves de groupe, il y a Shalom Var qui le fait très bien en tant qu'indépendant, mais c'est pas normal que ce soit pas le ministère lui-même qui le fasse, ce programme d'Aliyah de groupe, dans ces zones-là, avec des zones très attractives au niveau des loyers. Le cinquième facteur fondamental, c'est l'éducation. Comme je l'ai parlé tout à l'heure, surtout par rapport au niveau des enfants. Moi-même qui ai 3 enfants de 9 ans, de 7 ans, donc en Kita Dalet le premier, le deuxième il est en Kita Bet, et j'ai un bébé de 8 mois, Baruch Hashem, qui n'est pas encore rentré au GAN. Donc, le sujet des enfants et de l'intégration des enfants dans les écoles israéliennes, c'est fondamental. Parce que oui, si l'enfant, il arrive tout de suite, il est né en Israël, c'est plus facile. Mais s'il arrive à l'âge de 5 ans, de 6 ans, ça peut avoir des enfants qui ne s'intègrent pas, des enfants qui ne parlent pas la langue et qui ne communiquent pas avec leur partenaire de classe, des enfants qui peuvent être traumatisés, qui peuvent être discriminés, qui peuvent être harcelés même dans des situations pires, dans des pires situations, avec des décrochages linguistiques, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, des parents qui sont complètement paniqués parce que ils voient pas leurs enfants épanouis, et c'est compréhensible. Donc il faut que l'État se responsabilise sur l'intégration des enfants dans les écoles israéliennes. En premier point, si j'étais ministre de la Alia, Be'ezrat Hashem, je créais des classes de transition bilingues sur un an, sur la première année ou sur la deuxième année, français-hébreu, avec tous les Olim ensemble, avec des Israéliens aussi, pour pas que ce soit non plus exclu que des Olim, mais avec une classe de transition bilingue français-hébreu ou pour les autres Olim dans leur langue, qui vont permettre sur la première année, la deuxième année, une intégration progressive de l'enfant qui ne soit pas directement jeté à l'eau et jeté dans les écoles israéliennes sans aucun accompagnement. Je veux que le ministère de l'Alia nomme des médiateurs culturels franco-israéliens dans les écoles, avec des accompagnateurs spécialisés et personnalisés pour les enfants, qui vont les accompagner sur leur première période d'intégration, la première année, la deuxième année. Un suivi personnalisé des enfants avec un accompagnateur qui est là, qui lui parle, avec un soutien psychologique,
qui échange avec l'enfant, qui s'intéresse à l'enfant? Est-ce qu'il s'intègre bien avec ses copains à l'école? Est-ce qu'il arrive à communiquer avec les Israéliens, les enfants israéliens? Est-ce qu'il se sent pas rejeté? Est-ce qu'il se sent pas discriminé? Est-ce qu'il arrive à suivre le professeur? Est-ce qu'il arrive à faire ses devoirs bien? Est-ce qu'il arrive à, dans le Havanat Hanikra, c'est-à-dire la compréhension des textes en hébreu, etc. Il faut que l'État nomme des accompagnateurs dans les écoles pour les enfants, avec des médiateurs et surtout culturels pour qu'ils puissent rapidement s'intégrer à la culture des écoles israéliennes. Parce que, comme je l'ai dit, quand un enfant va mal, c'est toute la famille qui va mal. Et donc, c'est toute la famille qui peut repartir, chas v'shalom. Donc, et quand un enfant va bien, Baruch Hashem, on a l'État d'Israël, c'est l'avenir de nos enfants, comme tout le monde le sait aujourd'hui, même ceux qui sont encore en France, je pense que c'est une réalité que tout le monde est conscient. L'avenir, il est en Israël, Baruch Hashem. On fait ce sacrifice d'Alia, parce que l'Alia, ça reste un sacrifice pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Donc c'est essentiel que l'État d'Israël prenne en charge cette mission d'intégrer véritablement les enfants des Olim dans les écoles israéliennes. Le dernier facteur, et je dirais, Acharon Chaviv, le dernier peut-être le plus important, en dehors de toutes ces questions matérielles et contingentes, qui sont fondamentales bien évidemment, il y a la dimension spirituelle. Parce qu'on ne vient pas en Israël uniquement pour des questions d'emploi et d'éducation. Ça, ce sont les facteurs socio-économiques pour réussir l'intégration. Mais ça, c'est le corps de l'intégration. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du tout de l'âme, de la neshama de l'intégration. Aujourd'hui, malheureusement, je l'ai constaté, de par ma petite expérience personnelle, j'ai fait des centaines de chougué-baï, de réunions tupperware dans tout le pays. J'ai rencontré des milliers de francophones. Pratiquement, je crois, j'ai jamais eu véritablement quelqu'un qui m'a répondu à ma question suivante. Pourquoi fais-tu l'Alia? Pourquoi tu es là? Quel est le sens spirituel de la Alia? Personne ne sait véritablement. Et je le dis en toute gravité. Les gens ne savent pas pourquoi ils viennent. Ils fuient l'antisémitisme. Il y a des facteurs négatifs qui poussent à l'Alia. Mais l'idéal, la raison pour laquelle on est là, la dimension thoraïque, la dimension spirituelle, elle est complètement absente. Et ça, c'est une des révolutions principales dans ma vision de la politique. C'est que moi, en Israël, je ne vois pas la politique uniquement comme une dimension matérielle et contingente, construire des industries, construire des entreprises. Ça, c'est pareil. Ce serait comme la politique en France. La politique israélienne a aussi et surtout une dimension de Gdusha, une dimension sainte, une dimension spirituelle. On est là pour un projet spirituel, un projet collectif spirituel. Et donc, l'État d'Israël a une mission et une responsabilité dans l'enseignement de cette mission. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils viennent avant toute chose. C'est fondamental. Un juif qui sait pourquoi il vient, il ne repart pas. C'est sûr. Un juif qui est connecté à l'idéal de la terre d'Israël, il va avoir des difficultés. On en a tous, comme dit la Gemara, la page Brachot. Shloshat varim niknet alidé et sourin. 3 choses s'acquièrent par les souffrances, dont la terre d'Israël. Donc, c'est dans le programme. C'est difficile de faire l'Alia, c'est difficile la Klita, c'est dans le programme de Dieu. C'est comme ça, ce sont des épreuves, ça nous nettoie de la galoute et ça nous nettoie de toutes nos attaches matérialistes. Donc, un juif qui ne sait pas pourquoi il vient, il fuit juste l'antisémitisme et il se retrouve ici, forcément, il n'est pas connecté à la terre. Donc, il peut repartir pour un simple problème, pour un simple écueil, un simple échec. Il faut que l'État d'Israël enseigne de manière institutionnalisée et de manière structurée l'enseignement de la Torah d'Eretz Israël. Et la Torah d'Israël, c'est la Torah du Rav Kook. Moi, quand j'étais en France, j'ai passé 22 ans de ma vie en France avant de faire l'Alia, il y a 10 ans. Je n'avais jamais entendu parler du Rav Kook. À part la rue à Natania, je ne savais pas qui c'était. Et je suis sûr que pour la plupart des francophones qui m'écoutent, on n'a jamais vraiment étudié les textes du Rav Kook et la parole du Rav Kook et la pensée du Rav Kook. Alors que c'est le Rav qui nous a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour nous transmettre la Torah d'Eretz Israël, pour nous transmettre le sens
d'Eretz Israël. Quelle différence entre mon judaïsme de France et le judaïsme d'Eretz Israël? Comment je vis mon judaïsme en Eretz Israël? Quelle est la mission spirituelle du peuple juif en Israël? Quel changement fondamental la Torah, elle doit avoir ici? Ce sont des questions fondamentales. Fondamentales. On a eu Rabbi Nachman, les Breslev, qui nous ont enseigné la dimension de la simcha, de la joie. On a Rabbi Lubavitch et les Chabad qui nous enseignent la dimension de Ahavat Israël et de l'amour du juif. On a les Charedim, les orthodoxes qui nous enseignent la valeur du limoud et de l'étude de la Torah. Chaque groupe, chaque Rav nous a enseigné une dimension de la Torah. Comme on dit, Shivim Panim la Torah elle a 70 facettes. Le Rav Kook, c'est le Rav qui nous a enseigné la Torah d'Eretz Israël. Celui qui n'étudie pas le Rav Kook, il ne sait pas pourquoi il vient. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, je parle même en France, dans les écoles en France, dans les facs en France. Les gens parlent de la Aliyah, mais ils ne comprennent pas le sens spirituel de la Aliyah, parce qu'on leur a jamais enseigné. Et aussi, il faut dire que c'est pas l'intérêt des rabbins en France d'enseigner la Torah du Rav Kook. Parce que un rabbin qui enseigne qu'il faut être en Israël et qu'il est en France, forcément, ça pose une petite problématique et une forme d'incohérence. Donc il faut que le ministère de la Aliyah, en collaboration avec tous les acteurs et les partenaires qui agissent en France, les associations, les militants, etc., puissent mettre en place un programme d'études de la Torah du Rav Kook, avec des cercles d'études de la Torah du Rav Kook, dans les facs, dans les écoles, même au lycée, dès la seconde, dès la première, dès la terminale, dans les écoles juives en France, à Yavne, à Maïmo, à Ozara Torah, à Lucien de Hirsch, qu'on enseigne dès la jeunesse, dès le plus jeune âge, la Torah du Rav Kook dans les programmes d'éducation, en collaboration avec le ministère de la Aliyah, et que on puisse déjà idéologiser le juif à venir et à se connecter directement à la Torah d'Eretz Israël. Un juif qui sait pourquoi il vient, il ne repart pas. Et ça, c'est essentiel. Donc moi-même qui suis, en toute humilité bien sûr, expert dans l'étude de la Torah du Rav Kook, qui enseigne la Torah du Rav Kook depuis des années, bien avant mon engagement politique, à travers son livre principal, Oroth, où il a étalé tout le fond de sa pensée, eh bien je pense que je suis le mieux placé, Bezrat Hashem, pour faire cette révolution spirituelle au sein du ministère de la Aliyah et de la Klita. Donc voilà. Encore 2 points avant qu'on conclue et qu'on passe aux questions. Bien évidemment, la question du français dans les administrations. Alors, je veux bien qu'on me dise, et je peux comprendre, oui, c'est pas bien de mettre le français dans l'administration parce que ça va pas pousser à apprendre l'hébreu. C'est vrai. Dans l'idéal, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait que l'hébreu. C'est comme dans le problème que j'ai parlé de la discrimination positive. Si tu commences à mettre le russe, l'arabe, l'anglais, pourquoi tu mets pas le français aussi? Pourquoi cette discrimination? Soit tu mets que l'hébreu, et alors là c'est juste. Soit si tu commences à mettre aussi le russe, l'arabe, etc., tu mets le français. Et puis, pas tout le monde est capable d'avoir un hébreu fonctionnel aussi rapidement que les jeunes ou quoi. Il y a des personnes de 3e âge, à la retraite, etc., qui ne peuvent pas apprendre l'hébreu aussi rapidement, qui ont du mal. Pas tout le monde a les mêmes capacités. Et ça peut devenir un cauchemar. J'ai énormément de retours de plein de gens. Ça peut très rapidement devenir une angoisse et un cauchemar de lire une facture ou de recevoir un appel téléphonique. Il y a des gens qui me disent, je suis angoissé de recevoir un appel de quelque chose du gouvernement, de l'État, d'une administration. Je suis angoissé à chaque fois que je dois aller au Misrad Apnim ou au Misrad Aklita faire quelque chose. Je suis angoissé. Il faut qu'il y ait le français dans toutes les administrations. Qu'il y ait une traduction automatique, qu'il y ait des traducteurs dans les Misradim, dans les ministères, dans les banques, dans toutes les administrations en Israël, comme il y a le russe partout et l'arabe partout, il faut qu'il y ait le français partout. On a quand même aujourd'hui une communauté de plus de 300 000 francophones en Israël, et dans les prochaines années, ça va exploser. On va avoir 400 000, 500 000. Il faut que les gens puissent se retrouver au moins sur les premières années et puissent s'intégrer facilement avec le français. Dans les numéros de téléphone, vous savez, quand on reçoit un numéro de téléphone, numéro 1, l'hébreu, numéro 2, le russe, numéro 3, l'arabe. Il faut que partout, il y ait numéro 5, le français. Voilà. Et le dernier point, la dernière réforme que j'ai envie de mettre en place, essentielle, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas un programme exhaustif. Ce que je vous ai présenté ce soir, ce sont les premières idées, la première trame qui est déjà, je pense, déjà bien développée, Baruch Hashem. Le dernier point que je pense essentiel, et j'ai vu ce problème,
c'est que énormément de gens ont des questions. Beaucoup de questions techniques, très souvent. Et si je me marie en France, en Israël, si j'ai divorcé ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux pas voyager? Et ma Théouda Tolé, et mon truc, et les points du bitoire et les omis. Les gens ont sans cesse des questions techniques et ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils sont perdus. Personne n'est là pour les écouter et leur répondre. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer un chat WhatsApp du ministère de l'Alia et de l'Intégration qui sera proposé à tout olé, dirigé si possible par l'IA, fait avec l'intelligence artificielle, qui pourra répondre instantanément, comme ChatGPT, à toute question technique de n'importe qui. Un chat WhatsApp disponible en ligne. À tout moment, on peut poser n'importe quelle question et on est répondu par l'intelligence artificielle sur notre question. Donc ça, je trouve que ce serait magnifique de le mettre en place. Donc voilà. Pour résumer, je dirais que finalement, pour résumer tout ce que j'explique, aujourd'hui, l'État d'Israël, et je connais la mentalité au sein des ministères, j'ai travaillé 2 ans dans les ministères, les fonctionnaires là-bas, ils ronronnent et leur unique objectif, ce qu'ils mesurent, c'est quoi? C'est le nombre d'entrées. Ah voilà, on a fait venir 300 Olim, on a fait venir 400 Olim, on fait la photo devant l'avion avec les drapeaux d'Israël, on montre qu'on est content, et après, il n'y a plus personne derrière. Le nombre, si je suis élu ministre de l'Alia et de la Klita et que vous me faites confiance, vous me donnez votre confiance et vous votez pour Ardout l'Israël aux prochaines élections, ce qui va me permettre de me donner une force politique pour négocier ce ministère dans la future coalition de Bibi, eh bien, moi, mon objectif, ce ne sera pas de mesurer le nombre d'entrées, mais de mesurer le nombre de familles restées au bout de 5 ans. Et ça fait une différence fondamentale. Dans ma vision à moi, l'Alia ne sera pas un problème à gérer, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, l'Alia. C'est une ressource stratégique pour l'État d'Israël. Comme je l'ai dit au début et je conclurai là-dessus, les Olim sont la force vive de ce pays. Il faut revaloriser leur image, qu'ils retrouvent une fierté d'être Olim. Moi, je suis fier d'avoir fait l'Alia il y a 10 ans. Je suis fier d'être un Olé. Et je n'ai pas honte d'être un Olé face aux Israéliens. Oui, on doit s'intégrer. Oui, on doit s'adopter. Mais on n'est pas obligé de perdre sa spécificité en tant que francophone et judaïsme francophone. On a une très belle spécificité. On a un judaïsme francophone qui est magnifique. On peut trouver un équilibre entre les deux. S'intégrer sans non plus perdre sa spécificité et en être fier. Si je suis élu ministre de l'Alia et de la Klita, j'aurai comme objectif principal de revaloriser l'image des Olim en Israël. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, tu peux me la lire. Dont tu parlais tout à l'heure, dans une ville comme Netanya, qui a beaucoup de d'entreprises francophones et qui prennent l'apprentissage. Je rappelle que tu parlais de faire des classes de niveau, d'Ulpan et de structurer. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Netanya, c'est devenu une zone où la plupart des francophones cherchent à s'installer. D'abord parce que l'État en amont ne propose pas de programme de présentation d'autres zones. Pourquoi le Nord, qui est une région magnifique, n'est pas présenté pour les Olim? Pourquoi c'est juste Shalom Var qui gère les élèves de groupe, qui fait des petits élèves de groupe de 50, 100 personnes à Naharia, à Akko, à Pedouel? J'ai été à Pedouel dans les Shtachim, dans les territoires, il n'y a pas longtemps. C'est un travail magnifique ce qu'il fait Shalom Var, mais pourquoi c'est pas l'État qui s'en charge? Si l'État en amont, il se charge de créer des programmes pour insérer les francophones et les Olim en général dans tout l'État d'Israël, pour rejudaïser et repeupler la terre d'Israël, eh bien ça va décentraliser toutes ces populations. Et donc forcément, ça va faire qu'il n'y aura plus de ghettoisation et il y aura des zones sécurisantes. Ça veut dire on peut être entre francophones et se retrouver, avoir son commerce francophone, c'est sympathique. Pourquoi? C'est pas non plus une exigence traumatique de le faire. Non, on peut avoir des zones francophones, mais il faut pas qu'elles soient complètement ghettoisées. Il faut qu'elles soient sécurisantes,
faut qu'elle soit adaptée et qu'elle nous ouvre vers le marché israélien et vers les Israéliens. Donc justement, en mettant ces programmes d'Ulpan, dont je ne vais pas revenir maintenant sur les détails, en place, eh bien ça va permettre aux francophones de véritablement parler l'hébreu, d'être au contact des Israéliens, dans le monde professionnel, dans le monde de la culture, dans le monde social. Et donc, 1 plus 1 égale 2, petit à petit, ça va les amener à se déghettoiser. Ça va les amener à aller à la rencontre des Israéliens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on laisse 1 minute si vous avez des questions. On a combien de personnes en ligne? Là, on a une dizaine sur chaque réseau social. 5 sur Insta et 5 sur Facebook. Ok, donc si vous avez des questions, on a 1 minute. Sinon, on arrête le live. Bezrat Hashem. De toute façon, ce programme-là, il va être mis à l'écrit, il va être publié, il va être diffusé partout. Il y aura le programme bien exhaustif. Et vous le recevrez en main propre, que ce soit de manière digitale ou de manière physique, quoi qu'il arrive, bien avant les élections, croyez-moi, je suis très motivé, très déterminé. Ce ne sont pas les critiques qui vont m'arrêter. Vous savez, la poétique, celui qui entend poétique, il sait déjà qu'il va être critiqué, c'est inhérent à la poétique. Et au contraire, les critiques, ça renforce et ça détermine encore plus. Je comprends qu'il peut y avoir des incompréhensions, je comprends qu'il peut y avoir des critiques, je peux comprendre, mais croyez-moi, je suis déterminé, volontaire, motivé. Hors doute, Israël va prendre de plus en plus d'ampleur. On va aller dans toutes les villes en Israël. On va aller à la rencontre de tous les francophones en Israël. On va faire des réunions dans tout le pays. Et Be'ezrat Hashem, on va arriver à passer le seuil à la Knesset en octobre. On a une question? On a une question. Pourquoi les Olim juifs français doivent trouver leur judaïsme alors que ce n'est pas le cas des Russes? Là, on touche à une question qui est très très sensible. Je ne sais pas si vous avez vu récemment ce qui a été publié sur l'affaire Ehud Barak et Epstein. Vous savez qu'il y a des audios, des enregistrements qui ont été publiés, qui ont fait scandale. Ehud Barak, je rappelle, ancien Premier ministre de l'État d'Israël de 1999 à 2002, il me semble, voilà, et ancien chef d'état-major, qui, on l'entend dire dans cet enregistrement, qu'il veut recontrôler les profils d'Alia et de Olim, et qu'il veut beaucoup moins de séfarades, beaucoup plus d'Ashkenaz, de blonds aux yeux bleus, etc. Bon, bref, c'est du racisme pur, c'est un scandale, mais ça n'étonne pas de ces gens-là qui sont les ennemis d'Israël. Je parle évidemment de l'extrême gauche et pas de la gauche, je parle que de minorité de l'extrême gauche. Ehud Barak, pour moi, c'était un ennemi d'Israël, c'est quelqu'un qui doit être déchu de sa nationalité pour trahison et haute trahison à l'État d'Israël pour avoir dit des propos pareils, mais on le sait. On le sait, c'est une réalité. Les Olim russes qui ont été amenés en masse en 1990, plus d'1 million, ils ont été amenés. La plupart ne sont pas juifs, déjà un. Donc l'État d'Israël n'avait pas l'optique de vérifier leur judaïcité, puisque la kavana, l'intention même de l'État d'Israël, c'était de ramener un maximum de Russes, pour la plupart non juifs, pour contrer la démographie religieuse séfarade et de droite. Parce que la gauche savait qu'ils étaient en train de perdre le pouvoir démographique et démocratique, puisque les deux sont liés. Et donc, ils ont volontairement ramené des milliers de Russes qui sont même pas juifs, comme on le voit à Netanya, dans les rues de Netanya. On voit qu'il y a des sapins de Noël, on voit qu'il y a des croix, il y a du christianisme, et ils l'affichent, ils en ont même pas honte. Et donc ça, pour moi, c'est un scandale, c'est une honte. Et en parallèle, on demande aux francophones, eux qui sont un profil juif, religieux, traditionnel en tout cas, sioniste, qui aime la terre, qui vient par idéal, qui sacrifie tout. Lui, on lui met des freins, on lui met des bâtons dans les roues. Oui, tu dois prouver ta judaïcité, etc. Ça, c'est un scandale. Et croyez-moi, si je suis ministère de la Alia, ça va changer. Croyez-moi. Si on est bon, mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'oubliez pas, vous êtes tous maintenant les ambassadeurs du nouveau parti que j'ai créé, Ardout les Israël. Ne restez pas passifs, parlez-en autour de vous. J'ai des groupes WhatsApp, rentrez dans mes groupes WhatsApp, rajoutez tous vos contacts, tous vos amis, toute votre famille dans mes groupes WhatsApp, parlez-en autour de vous. Et si chacun parle à chacun, ça va faire boule de neige. Et on va très rapidement faire un effet de masse. Mes amis, c'était un plaisir. À très très bientôt. Bonne soirée et des bonnes nouvelles à tous.